Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire. Notre invité, c'est Mathieu Nevicato, qui est chef de produit chez Hisense France. On va parler de l'indice de durabilité, définition, application, secteur concerné, les détails dans une minute. Notre débat, il porte sur l'impact écologique des influenceurs, avec les résultats d'une étude édifiante menée par Foodsprint et Millheads, où quand la multiplication des vidéos pour satisfaire des millions d'abonnés équivaut à des centaines d'allers-retours Paris-New York. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai 1 km à pied et son logiciel RH d'optimisation des trajets domicile-travail. Voilà pour les titres, c'est parti. Bonjour Mathieu Nevicato, bienvenue. Vous êtes donc chef de produit chez Hisense France, fabricant de téléviseurs chinois. Quelle place vous avez sur le marché européen et sur le marché français ? Bonjour Thomas, donc aujourd'hui Hisense est un acteur important sur le marché mondial de l'équipement de la maison. Ça va aussi bien du téléviseur, de tout l'univers du brin et aussi de l'électroménager. Donc aujourd'hui nous sommes le 4e fabricant de réfrigérateurs dans le monde. Et on est en fort développement sur les marchés européens. Et sur l'univers du brin, plus particulièrement de la télé, on est 2e ou 1er acteur en termes de vente de téléviseurs dans le monde. Dans le monde. Et en France, vous êtes en train de vous implanter, en train de grandir, c'est ça ? Exactement. La filiale existe en France depuis 2015. Ouais. Une filiale encore assez récente sur un marché qui est fortement dynamique, où il est dur de se faire une place. Pour autant, aujourd'hui, on arrive parmi les premières marques du marché sur nos catégories qui sont cœur, qui sont la télé, le laser TV et les réfrigérateurs. Ouais, on y reviendra peut-être au laser TV parce que je trouve que c'est intéressant d'en parler. Vous dites positionnement premium, alors ok, mais ça veut dire quoi exactement ? Alors Hisense, c'est un mélange entre en effet les dernières technologies, des designs premium et à un prix convenu. Qui soit accessible pour le consommateur. Donc on est vraiment dans une tendance marché de proposer les derniers bénéfices et toutes les dernières technologies que le consommateur peut s'acheter. Donc c'est vraiment un positionnement qui plaît de plus en plus. Alors vous êtes là pour nous parler de cet indice de durabilité. À partir du 1er janvier de l'année prochaine, 1er janvier 2024, l'indice de réparabilité devient l'indice de durabilité. Ça change quoi pour vous ? Alors, l'indice de durabilité, c'est un complément de ce qui existe sur l'indice de réparabilité. Oui. Certaines catégories, comme le lave-linge, comme les téléviseurs, comme les smartphones, les ordinateurs portables ou les tondeuses, vont passer à une nouvelle étape qui est l'indice de durabilité, comme vous l'avez dit. L'indice de durabilité, ça va apporter d'autres aspérités par rapport à la réparabilité. On va toujours retrouver des notions sur la réparabilité, avec des exigences qui vont être de plus en plus importantes, mais en plus, on aura des tests à effectuer sur la durée de vie des produits, sur les mises à jour potentielles aussi pour faire évoluer ces produits. Donc en fait, ça, on va regrouper 3 critères que sont la réparabilité, la fiabilité et aussi l'évolutivité des produits. Ouais. C'est quoi ? C'est un moyen de lutter contre l'obsolescence programmée ? C'est comme ça que ça a été conçu par les pouvoirs publics ? Alors, l'obsolescence programmée, c'est entre guillemets un mythe qui est aussi... Ça dépend des secteurs, mais bon. Ça peut dépendre des secteurs, mais voilà, c'est quelque chose sur lequel nous, chez Hisense, du moins, on lutte pour prolonger le plus longtemps la durée de vie des produits. Déjà, on a mis à disposition les pièces détachées, l'ensemble des documentations techniques pour réparer beaucoup plus facilement ces produits depuis maintenant plusieurs années. Oui. Et l'objectif, c'est aussi que les industriels, comme nous, comme d'autres, investissions sur des technologies, sur des matériaux encore plus résistants pour que les produits durent plus longtemps. Est-ce que c'est une évolution ou est-ce que, parce que ça concerne quand même beaucoup de secteur, vous nous l'avez dit, de l'électroménager, ou est-ce que c'est une révolution pour le secteur ? C'est clairement une évolution. Pourquoi c'est une évolution ? Parce que nous, chez Hisense, comme chez d'autres compagnies, on est déjà préparé à cet indice de durabilité. On investit énormément en recherche et développement pour être prêt à répondre aux besoins des consommateurs. Il y a une attente des consommateurs de plus en plus importante sur le fait de pouvoir réparer son produit, de pouvoir garder son produit plus de 10 ans et pouvoir le faire évoluer aussi. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on a déjà intégrées dans nos processus de recherche et développement depuis plusieurs années. Comment ça a fonctionné visuellement ? C'est quoi ? C'est une sorte de un peu comme un Nutri-Score ? C'est une note de A à E ? Ça ressemblait à quoi ? Alors, l'indice de durabilité est encore en cours de travail au niveau du CGDD. Donc c'est le CGDD qui pilote ce groupe
de travail, en effet, ça devrait être une note qui irait de 0 à 10. D'accord. Avec des précisions sur les différents piliers que sont la fiabilité, la réparabilité et l'évolutivité des produits. Alors, si je reprends les critères, il y a notamment la résistance des produits à l'usure. Comment il est calculé, ce critère ? Alors, c'est calculé par rapport à des normes européennes. Oui. Donc, les normes sont encore en cours d'étude. Donc, tout ça va très, très vite. Hein. Le gouvernement français et la Commission européenne poussent énormément pour développer cet indice au plus vite et ces différentes normes. Donc, aujourd'hui, par exemple, si on parle du lave-linge, qui est une catégorie qu'on travaille très bien sur le marché français avec la marque Hisense, on a des lave-linges, on sait déjà qu'ils savent fonctionner pendant plus de 10 000 cycles. 10 000 cycles, c'est facilement 15 à 20 ans d'utilisation normale pour un lave-linge. Donc on est déjà prêt aussi à faire ces tests et on n'attend plus que les textes officiels et les différentes normes officielles. L'objectif, c'est quoi ? C'est de donner une sorte de durée de vie des produits ? De s'engager sur une durée de vie des produits ? Alors, on va donner une indication sur une durée moyenne par rapport à des tests qu'on effectue en laboratoire au niveau de nos usines. Après, c'est une durée moyenne, mais ça va rester une note pour autant l'indice de durabilité. Donc, global, ça va rester une note. On ne va pas donner, ça ne sera pas l'élément qui ressortira le plus sur l'indice. Oui, parce que la durée de vie, elle dépend aussi de l'utilisateur, évidemment. Donc, il y a une notion de pédagogie dans cet indice. Alors, tout à fait. L'éducation du consommateur est clé. On s'est rendu compte aussi sur la décennie qui vient de s'écouler que les consommateurs entretiennent peut-être moins leurs produits par rapport à avant. Et du coup, l'entretien du produit est essentiel dans la durée de vie de nos appareils. Je prends pour exemple, on a notamment, via la Fondation Paris Saint-Germain, avec qui on est partenaire, on a éduqué dernièrement, au mois de septembre dernier, des jeunes justement aux bons gestes éco-responsables pour un meilleur usage de leur table de cuisson, de leur lave-linge, de leur téléviseur, de leur réfrigérateur. Donc c'est un travail d'éducation que l'ensemble des parties prenantes, que ce soit fabricants, distributeurs ou réparateurs, on doit faire aussi vis-à-vis des consommateurs. Est-ce que ces conseils, ils sont visibles sur les produits eux-mêmes ? Parce que c'est une vraie question. Voilà, c'est vraiment la réaction de base du consommateur. S'il faut retourner, prendre le mode d'emploi, trouver la bonne page, bref, c'est ce qui freine aussi le bon usage, quoi. Exactement. Aujourd'hui, la plupart des informations sont au niveau du mode d'emploi. On est d'accord, souvent ce sont des gros pavés. On essaye de faciliter au maximum avec des pictogrammes au niveau du mode d'emploi. Mais à l'avenir, justement, cet indice de durabilité va aussi obliger les industriels comme nous, et on travaille déjà aujourd'hui, à indiquer directement sur le produit les bonnes astuces d'entretien, comment nettoyer son filtre, comment nettoyer sa pompe de vidange, que faire aussi sur les mises à jour de ses téléviseurs. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on est en train de mettre en place pour justement se préparer. Ce qui ne doit pas être si facile, parce qu'il faut choisir finalement les gestes les plus importants, les plus efficaces, les synthétiser, pour que ça ne prenne pas trop de place sur le produit, quoi. Exactement. L'objectif étant de ne pas d'avoir un patchwork d'instructions lorsqu'on a un beau produit sur lequel on met un certain budget. Vous avez tout à fait raison. Il y a aussi la garantie commerciale de durabilité qui est réalisée par le fabricant, l'engagement qualité. C'est quoi ? C'est une garantie qui se rapproche d'une garantie sur la durée de vie d'un produit ou comment elle se différencie ? Alors aujourd'hui, la garantie commerciale, elle est de 2 ans pour l'intégralité des produits. L'objectif, c'est aussi que l'intégralité des parties prenantes, nous ayons une extension de ces garanties qui soient proposées aux consommateurs, que ce soit d'1 an, 2 ans, 3 ans. Donc ce sont des choses qui sont en cours de travail, surtout au niveau distributeur, mais on étudie aussi ces pistes-là. Je voudrais revenir à la notion de production de télévision, parce que j'étais resté là-dessus, et vous l'avez cité, la Laser TV, parce qu'on a un peu l'impression, enfin on se dit c'est un secteur qui innove régulièrement, etc. Mais c'est quoi la Laser TV ? Alors le Laser TV, c'est un téléviseur très grande taille. On va se parler de produits entre 90 pouces et à l'avenir jusqu'à 150 pouces. Donc c'est vraiment des très très grands écrans. On est sur une qualité identique à la télévision tout en étant sur une rétroprojection courte focale. Et le gros bénéfice de ce produit-là, c'est d'être avantageux d'un point de vue prix par rapport à des téléviseurs très grande taille. Et surtout, on est sur un engagement RSE qui est essentiel. Pourquoi ? Parce que ce produit, il est réparable à hauteur de 92%. Donc, quand un téléviseur, on est à peu près à 50-60% de taux de réparabilité. Sur un Laser TV, quasiment la totalité peut être réparée et recyclée. Et aussi, on est sur des consommations d'énergie qui sont 3 fois moins importantes, 2 à 3 fois moins importantes par rapport à un téléviseur classique. Donc, on est sur de la très grande taille, donc une vraie tendance consommateur, avec un impact RSE qui est vraiment le plus faible possible. Dernier mot sur la responsabilité élargie du producteur, finalement la récupération, le recyclage des produits. Votre secteur est évidemment concerné. Qu'est-ce que ça a supposé en termes d'organisation, de logistique, ça ?
Alors, sur la partie logistique, sur le fait de récupérer les produits, donc en fait, on a des écosystèmes qui sont... enfin, on travaille notamment avec Écosystème, qui est en fait l'organisme qui permet de reprendre les produits, de les recycler. Nous, en tant qu'industriels, on a aussi un savoir-faire très important sur la recyclabilité au niveau de nos sites de production. C'est-à-dire que toutes les matières premières qui sont produites, utilisées, sont recyclés lorsque il y a des chutes par exemple de métaux, lorsqu'il y a des chutes de polyester ou même les packaging qu'on reçoit de la part de nos fournisseurs sur les matières premières, on les réutilise pour les remettre dans nos produits directement. Donc on est vraiment encore en train d'évoluer au sein d'iSense sur tous les aspects de recyclabilité, mais ça va très très vite et il y a de gros investissements au niveau du groupe là-dessus. Merci beaucoup Mathieu Nevicato et à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, on va parler des influenceurs. Quel est l'impact environnemental des influenceurs? Voilà le thème de notre débat avec Sally Jacquet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes consultante en numérique responsable chez Foodsprint et Mamadou Dembélé. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes influenceur écolo, fondateur de The Impact Story. Foodsprint, c'est une agence digitale qui est dédiée au numérique responsable. Est-ce que c'est une prise de conscience récente, ça? Oui, c'est une prise de conscience récente. En fait, au fur et à mesure des années, on a vu l'impact du numérique sur l'environnement s'accroître au fur et à mesure qu'on a des usages qui vont se démultiplier et qui vont être de plus en plus énergivores. Aujourd'hui, le numérique, ça représente 1,5 milliard de tonnes. C'est l'équivalent, si on parlait en pays, du 5e pays le plus gros pollueur du monde. Mais ça, c'est récent parce que, en fait, le numérique s'est créé sur peut-être un mythe, le côté virtuel. On n'a pas l'impression que derrière, il y a des métaux rares, il y a de la production, il y a des data centers, etc. etc. Tout ça, on ne s'en rendait pas compte, quoi. En fait, là, c'est exactement ça. Il y a une partie qui est immatérielle, qui fait que la prise de conscience prend beaucoup plus de temps. Mais finalement, quand on commence à s'y intéresser, on a des impacts vraiment tangibles, que ce soit la pollution donc, au niveau des data centers, au niveau des appareils, des terminaux, des utilisateurs, et surtout de l'utilisation qu'on va avoir d'Internet. Et c'est là où en fait Foodsprint se spécialise dans l'accompagnement des entreprises pour réduire les émissions qui sont liées à leurs activités digitales. Donc les sites internet, l'usage des réseaux sociaux comme on va en parler un peu plus tard. Voilà, tout cet usage d'Internet qui, par exemple, si on prend l'idée de la publicité digitale, qui est vraiment 100% dématérialisée, on parle de 40 millions de tonnes par an, qui est l'équivalent à peu près d'un pays comme la Suède. Avec donc, la publicité digitale, d'accord. Évidemment, ça passe par la production de contenu, ce dont on va beaucoup parler ensemble. Mamadou Dembélé, c'est pour alerter les entreprises sur leur impact environnemental que vous avez créé The Impact Story. The Impact Story, ça a été créé en partant d'un double constat. Le premier, c'est qu'on parlait peu d'environnement et d'écologie sur les réseaux sociaux, mais également dans les médias traditionnels. Et le deuxième, c'est que quand on en parlait toujours avec un prisme négatif, un ton alarmiste, ce qui est nécessaire, mais pas suffisant. Et l'idée, c'était de montrer que derrière, il y avait des solutions, il y avait des projets, des citoyens qui se mobilisaient et qu'il y avait beaucoup de positifs à en retirer de tout ça. Alors, est-ce qu'on va arriver au cœur du projet, du sujet? Est-ce que vous produisez beaucoup de contenu vidéo? Forcément, d'une certaine façon. Oui. Effectivement, je produis beaucoup de contenu vidéo, mais toujours avec l'idée de sensibiliser et de montrer le positif dans l'écologie. Je vous pose cette question parce que donc, vous avez Foodsprint a mené une étude avec Millhead sur l'impact carbone des influenceurs. Déjà, comment vous avez travaillé? C'était quoi la démarche? La démarche, c'était de se dire qu'on voulait s'intéresser à l'impact des réseaux sociaux. Pour expliquer clairement comment une publicité, comment une vidéo par exemple va générer des émissions, c'est que si par exemple je regarde une vidéo sur YouTube de 30 secondes, cette vidéo-là elle va être stockée sur un serveur, par exemple le serveur de YouTube, elle va devoir être transférée jusqu'à, par exemple, mon téléphone via des réseaux de télécommunications et ensuite elle sera affichée sur mon écran. Toutes ces différentes étapes, ça génère de la consommation d'énergie qui va se transformer en énergie carbone. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un profil fictif, finalement, pour analyser quel serait l'impact de publier des vidéos sur les réseaux sociaux, donc YouTube, Instagram, TikTok. Donc vous avez créé une influenceuse type que vous avez appelée Clara. Donc, sa principale
principale caractéristique, c'est le nombre d'abonnés, de followers. Exactement, parce qu'en fait, c'est ça qui va générer l'impact. Et c'est pour ça qu'on s'est intéressé aux influenceurs pour finalement incarner cet impact environnemental des réseaux sociaux. C'est qu'en fait, c'est un type de profil qui va avoir beaucoup de publications et surtout une forte audience. Et c'est en fait l'accumulation des vues qui va générer une empreinte carbone assez lourde, parce qu'on parle de l'équivalent de 481 vols aller-retour Paris-New York sur un an, donc c'est considérable. C'est ça, une influenceuse française, donc fictive, mais suivie par 3 millions d'abonnés, elle pourrait générer 1072 tonnes de CO2 par an, et ça équivaut à ces allers-retours Paris-New York. Mamadou Dembélé, est-ce que ça passe sous les radars du milieu des influenceurs, cette idée-là, la responsabilité environnementale ou l'impact carbone ? Oui, effectivement, aujourd'hui, les influenceurs en parlent peu des sujets environnementaux et surtout peu osent parler des effets qu'il y a derrière sur la consommation énergétique, de la publication de vidéos. Mais du coup, je pense qu'il faut aussi voir les réseaux sociaux comme un outil de sensibilisation qui est assez puissant. Il y a des milliards de personnes même qui utilisent les réseaux sociaux tous les jours. Et donc, il faut utiliser cet outil comme une arme de sensibilisation pour justement alerter sur ces sujets. Oui, les influenceurs, et des influenceurs comme vous, ils ont un rôle à jouer finalement dans quoi ? Dans la pédagogie, Sur la sensibilisation, la pédagogie, sur aussi l'idée... les influenceurs aujourd'hui sont devenus aussi des leaders d'opinion, où ils sont suivis par donc des millions de gens, surtout quand on voit qu'aujourd'hui, les 15-25 ans, ils sont 80% à suivre des influenceurs, donc ils dictent aussi des normes. Ce qu'on appelle un peu les rôles modèles, quoi. C'est devenu des formes de rôle modèle, et donc à travers ce rôle, ils ont une responsabilité qui est de sensibiliser sur tous ces sujets. Sauf que des influenceurs comme vous, avec cet engagement environnemental, il y en a très peu aujourd'hui. Il y en a peu, mais on en voit de plus en plus, surtout des influenceurs traditionnels, entre guillemets, qui commencent à faire leur transition et à parler justement de ces enjeux-là. D'accord. Avec, il y a souvent des partenariats qui sont évidemment noués par des influenceurs. Là aussi, il y a une prise de conscience à accélérer. Comment ? Oui, ce que je dis qui est souvent compliqué pour des influenceurs traditionnels, c'est que leur business model repose sur des partenariats. Et donc, parler de ces enjeux-là, c'est aussi se priver d'une forme de chiffre d'affaires. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a peu d'influenceurs qui osent parler de transition écologique, mais on en voit de plus en plus. Et aujourd'hui, parce qu'ils ont peur de se priver d'annonceurs, en fait, c'est ça, exactement, de partenaires, quoi. Exactement. Ils ont peur de ça, mais ce qu'on constate de plus en plus, c'est que des influenceurs commencent justement à faire attention au type de partenariat qu'ils font, qui vérifient derrière l'entreprise si elle n'a pas été prise dans des scandales. Donc ça fait partie de la responsabilité des influenceurs aujourd'hui de voir tout ça. Comment, Sally Jacquet, les influenceurs peuvent réduire leur impact carbone ? Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Et en fait, et là où on souhaitait le souligner dans l'étude, c'est que la réduction de cette empreinte carbone, l'empreinte carbone de Clara, par exemple, c'est vraiment une contribution collective. Donc, c'est un travail de groupe, quoi. C'est un travail de groupe. Exactement. C'est vraiment, et c'est vraiment ce qu'on voulait souligner dans l'étude, qui est pas du tout, l'idée, c'est pas du tout de pointer du doigt, c'était vraiment de sensibiliser toutes les parties prenantes, parce qu'on va avoir les créateurs de contenu qui peuvent agir, par exemple, sur la durée du contenu, ou du moins le garder en tête, ou sur la compression des vidéos ou des images qui vont avoir un impact sur la quantité de données stockées et transférées. Donc, par exemple, on montre dans l'étude que réduire une vidéo, donc les vidéos moyennes de YouTube sur Clara, par exemple, sont de 17 minutes, alors qu'on a des études qui montrent qu'un contenu sur YouTube entre 10 et 15 va générer un maximum de vues et de performances versus un contenu plus long. Et donc, par exemple, donc il faut mieux, juste pour être sûr d'avoir bien compris, il faut mieux faire des contenus pas trop longs pour toucher son audience, c'est ça ? Exactement. On le constate. C'est quoi la bonne durée ? C'est une dizaine de minutes ? Ça va dépendre des plateformes. Donc sur YouTube, on est sur 10-15. D'accord. Sur Instagram, on va être entre du 5 et 10 secondes. Et sur TikTok, entre 16 et 20. Et le fait de garder cela en tête, quand on multiplie par le nombre de contenus qui vont être postés sur une année, voire sur plusieurs, et par le nombre d'influenceurs et de créateurs de contenu, on atteint vraiment un impact considérable. Pour Clara, je crois que sur 5 ans, la réduction totale, juste en touchant la durée moyenne des vidéos, était de 2000 tonnes sur 5 ans. Donc ce qui est un impact considérable. Et pareil sur la compression des vidéos, où on a une résolution standard de 1080 et du 720, ça permet de réduire de 50% à peu près
les émissions. Donc, alors quand vous dites, je reste avec vous parce que sur le côté collectif, donc là, ce que vous nous décrivez, c'est quand même plutôt des influenceurs eux-mêmes ou de ceux qui les aident à faire les vidéos, mais il y a une responsabilité des annonceurs aussi. Moi, on parlait de sites internet, on commence à voir fleurir des sites internet, on va dire low-tech, où les vidéos se déclenchent pas forcément automatiquement, etc., etc. Enfin, il y a là aussi toute une éducation à faire. Il y a une éducation à faire qui se fait de manière plus ou moins rapide, surtout en France, où on est un pays qui est plutôt en avance sur le sujet, avec un début de réglementation, des normes d'éco-conception de sites web qui sont en train de se mettre en place. Et ce qui est intéressant finalement dans tout le concept de numérique responsable, c'est qu'en fait, par exemple, réduire son site, améliorer son site pour le rendre moins énergivore, c'est en même temps améliorer ses performances parce qu'en rendant un site plus léger, on va par exemple améliorer la vitesse de chargement. Et c'est autant de critères qui permettent d'améliorer l'expérience utilisateur, par exemple. Donc les deux vont vraiment dans le même sens. Qu'on parle de site web ou qu'on parle de la manière dont on fait du contenu sur les réseaux sociaux, on peut vraiment joindre sobriété avec performance et efficience. Mamadou Dembélé, si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui nous regarde, qui dit tiens mais oui, moi aussi je veux jouer un rôle et porter les thèmes de l'environnement en étant influenceur, comment ils peuvent en parler ? Il faut que ce soit inscrit dans la ligne éditoriale. Comment ils peuvent en parler ? Il y a plusieurs manières d'en parler. Aujourd'hui, les influenceurs et créateurs de contenu, ils ont peur d'en parler parce que le premier sentiment qu'ils ont, c'est le manque de légitimité. Et donc, ça passe justement aujourd'hui pour eux par de la sensibilisation. Ils peuvent commencer par sensibiliser via des stories. Ils peuvent aussi commencer à promouvoir un mode de vie qui est beaucoup plus responsable, que ce soit par le fait de promouvoir des voyages en train, par exemple, promouvoir une alimentation plus végétale. Donc, je pense que c'est vraiment, ça se fait de différentes manières, donc que ce soit la promotion d'un style de vie plus durable ou également arrêter justement la promotion de l'avion ou d'autres. C'est un enjeu très important parce que finalement la transformation écologique ou environnementale, il faut la rendre désirable, quoi. Et vous avez ce sentiment-là de jouer, de prendre votre part là C'est tout le but de The Impact Story, c'est vraiment montrer qu'il y a beaucoup de positifs dans l'environnement, dans l'écologie, en montrant des initiatives et surtout montrer que ces enjeux-là sont désirables et positifs. C'est vraiment montrer que c'est quelque chose de souhaitable et plutôt que d'avoir une approche qui est portée sur un ton alarmiste ou culpabilisant, montrer que derrière, c'est quelque chose qui est souhaitable. Sally Jacquet, on va terminer là-dessus, ça peut être une opportunité business aussi. C'est tout à fait une opportunité business parce c'est tout le message de Foodspring de se dire qu'on peut améliorer, réduire son empreinte carbone sans affecter ses performances, donc que ce soit au niveau du site web comme je l'expliquais, ou au niveau des campagnes, parce que dans ce qui va être le choix des collaborations, de choisir des influenceurs qui vont être plus engagés, ça va répondre à une demande des consommateurs de plus d'authenticité. Et d'être plus connecté finalement aux problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Donc en termes d'image et de perception de marque, c'est un point positif. Et en termes de performance média, par exemple, le fait de promouvoir un contenu plus court, ça va aussi permettre de maximiser le temps d'attention et la mémorisation publicitaire. Donc finalement, c'est une solution gagnant-gagnant. Eh ben, merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter vos solutions. À bientôt sur Bismart. C'est l'heure de notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. On parle du domicile, des trajets domicile-travail. La bonne idée du jour, elle est signée Laure Wagner. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de 1 km à pied, créé en 2020 avec Waiki Wong. C'est quoi l'idée de départ? Racontez-moi. L'idée de départ, c'est que les trajets domicile-travail sont trop distants pour pouvoir passer à la mobilité durable. Deux petits chiffres. Dans les années 60, le trajet domicile-travail n'était que de 3 km à l'aller. Aujourd'hui, il est de 13,3 km à l'aller. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, 75% des Français fassent leur trajet domicile-travail en voiture. Donc nous, on a voulu adresser ce problème-là en aidant les employeurs multisites. Vous savez, là, tous ces employeurs qui ont différents magasins, ou les EHPAD, le BTP, l'hôtellerie-restauration, etc. Ils ont plein d'établissements avec des employés de terrain répartis un peu partout. Eh bien, on les aide à identifier tous ceux qui peuvent faire exactement le même travail, mais sur un site plus près de chez eux. Donc, ils ne déménagent pas, ils habitent toujours où ils habitent, mais on leur propose du coup un site
exactement le même, plus près de chez eux. Ouais. Donc c'est un logiciel RH, c'est ça? Concrètement, c'est un Comment logiciel ça marche? RH. Voilà, c'est ça, c'est un logiciel RH. Les DRH qui achètent notre logiciel, du coup, se connectent. À chaque fois qu'un poste se libère, ils vont pouvoir identifier qui en interne pourrait être très content de prendre ce poste qui se libère. Et eux, ça leur permet de faire du préventif, de réduire les trajets au fil de l'eau. Mais ils peuvent aussi faire du curatif. À chaque fois qu'un salarié est fatigué, qu'il est souvent absent ou qu'il fait même une demande de mobilité, eh bien, ils peuvent venir de manière très pragmatique voir où est-ce qu'ils peuvent le réaffecter pour améliorer sa qualité de vie. Avec quel effet? Parce que vous avez donné les chiffres de départ. Aujourd'hui, c'est quoi la moyenne, le nombre de kilomètres qu'on fait pour aller travailler, quoi? Alors, le nombre de kilomètres qu'on fait, c'est 13,3 kilomètres. Ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà. Mais pourquoi c'est pas les mêmes au retour, d'ailleurs? Si, c'est les mêmes au retour. Ah bon, aller au retour, parce en que fait, jusque là, c'est je me pour disais- dire, D'accord. c'est Ok. pas l'aller-retour. D'accord, ok. L'aller-retour, c'est le double. Très bien. Alors, nous, ce qu'on a du coup chiffré depuis Ouais. qu'on travaille avec différents employeurs multisites, c'est assez hallucinant, mais plein d'espoir aussi. Ouais. C'est que 65% de leurs salariés, 65% de leurs salariés Ouais. ont effectivement un site plus près de chez eux. Et le gain n'est pas négligeable du tout, puisque ce sont 10,2 km qui vont pouvoir être économisés matin et soir, donc 20 km par jour, 4500 km par an. C'est énorme en termes de temps, de fatigue. Exactement. On a du coup 3 impacts majeurs. Ouais. L'impact écologique, puisqu'on va venir éviter 4500 km par an en moyenne auprès de millions de salariés. C'est vraiment millions, et je pèse mes mots, puisque la majorité des actifs français sont ces fameux employés de terrain, un peu travailleurs du réel, qui ne peuvent pas faire de télétravail et qui travaillent pour des entreprises multisites. On évite aussi des particules fines qui endommagent la santé. Bien sûr. On a un impact sur la qualité de vie au travail, puisqu'évidemment, on va pouvoir ça leur libère une demi-heure matin et soir, quoi, en gros. Donc, c'est du temps pour la famille, pour les enfants, pour dormir plus, pourquoi pas. Faire du sport. Faire du sport, jardiner, cuisiner. Et puis, il y a l'impact économique. À la fois pour le salarié qui va économiser beaucoup sur son budget carburant, mais aussi économique pour l'entreprise, puisque quand on améliore la qualité de vie des salariés, ça se ressent en fait sur la performance opérationnelle. Il va y avoir moins d'absentéisme, moins de turnover, et honnêtement, c'est ça qui aujourd'hui est vraiment le moteur de notre entreprise, puisque c'est ça que les entreprises viennent chercher. Qui sont vos clients? Est-ce qu'on peut donner peut-être un exemple assez emblématique justement de l'impact que votre logiciel peut avoir? Oui, carrément. Alors, on a 3 ans d'existence maintenant et on travaille pour 3 gros leaders du retail. Je ne peux pas les nommer. Mais c'est pas grave, donc on imagine ce qu'ils font. Voilà. Donc ça peut être de la grande distribution, ça peut être, voilà, par exemple. On travaille pour aussi Point P, les magasins de bricolage. Donc tous les magasiniers Point P peuvent être réaffectés. On travaille pour la Sodexo qui réaffecte des agents de maintenance et des cantiniers qui servent dans des cantines à droite à gauche, et il y a des sites clients Sodexo plus près de chez eux. Et donc l'exemple typique, c'est un salarié à qui on annonce, voilà, il y a un site plus près de chez toi, et ça lui permet de gagner donc 10 km en moyenne matin et soir. C'est du coup plus de 550 € d'économie sur le budget essence et beaucoup plus sur le budget auto dans sa globalité, et 1,5 tonne de CO2 évité par an. Votre première expérience, je crois que c'était chez Blablacar, c'est ça? C'est vrai que vous étiez la première salariée de Blablacar? Leur première collaboratrice, oui. Et j'y suis restée 11 ans, bras droit communication des fondateurs. Et donc ça vous a servi, ça vous sert pour créer cette entreprise? Oui, c'est honnêtement quand j'étais chez Blablacar et que j'ai lancé Blablacar Daily, que je recommande à tout le monde aussi de s'inscrire et partager leur trajet. J'étais sous l'angle de réduire les trajets en voiture via le prisme du covoiturage, faire ces longs trajets ensemble. Et quand j'ai réalisé que ceux qui s'inscrivaient sur Blablacar Daily avaient vraiment des trajets très longs, je me suis interrogée sur est-ce que c'est normal de faire des trajets aussi longs? Et c'est là que j'ai réalisé le truc des années 60, l'évolution des trajets. Et je me suis dit que peut-être il fallait aussi s'attaquer à la source du problème et réduire les trajets à la source. Grâce à 1 km à pied. Merci beaucoup, Laure Wagner, à bientôt. Je voudrais remercier rapidement Louise Perrin à la programmation, à la production, assistée de Marie Billat, Saïd Mamou au son et Théo Boscar à la réalisation. Bonne journée à toutes et à tous.